Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualité car la menace proférée lundi sur la chaîne de télévision Public Sénat par le sénateur français Christian Cambon à l'encontre des autorités maliennes n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Bien au contraire, cette menace d'en découdre avec le colonel Assimi Goïta et son gouvernement est prise au sérieux, même si au fond, la menace ne semble pas perturber outre mesure les tenants actuels du pouvoir de Bamako. Et pour attester de la sérénité de la junte face à la volonté de la France de punir le Mali suite à la dénonciation par Bamako des accords militaires qui le liaient les deux pays, l'administration Assimi Goïta fonctionne plutôt bien. Si bien que le tribunal de Bamako en toute indépendance a convoqué au mois d'avril dernier, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son fils Thomas Le Drian, tous les deux soupçonnés d'atteinte au bien public malien. Mais plus rassurant pour les locataires du palais de Koulouba, c'est que la Fédération de Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a récemment mis en garde quiconque s'attaquerait à son partenaire, notamment le Mali. Un soutien de taille dont jouit en ce moment la junte militaire pour asseoir sa politique intérieure et extérieure. Pour rappel, c'est le 9 mai dernier que le sénateur français Christian Cambon, intervenant sur la chaîne de télévision Public Sénat, a menacé ouvertement d'en découdre avec les autorités maliennes qui, selon lui, ont rompu de façon violente les accords de défense qui les liaient à la France. Une outrecuidance qu'il n'est pas prêt d'accepter, tout comme Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian qui eux aussi avaient tenu quelques semaines plus tôt des propos peu diplomatiques à l'encontre des dirigeants maliens. On le voit, les brouilles entre Paris et Bamako sont loin de prendre fin. L'un des ministres les plus à l'aise quand il s'agit de faire un bilan à mi-parcours est, sans doute, le colonel Sadio Camara en charge de la défense et des anciens combattants. Sur le plateau de la nouvelle émission télévisée, Mali Kura Tassira, de l'ORTM, il s'est félicité des résultats atteints par les forces armées maliennes, FAMA, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, tout en affirmant que la situation est sous contrôle grâce aux efforts fournis par le gouvernement et le peuple malien. Parlant du divorce avec Barkhane, le ministre Camara a souligné que les FAMA détiennent l'initiative sur le terrain, mais qu'elles ne sont pas dans la logique de se battre physiquement contre les Français. Les membres du gouvernement sont invités à faire le bilan des actions qu'ils ont menées depuis leur prise de fonction. Autant la sueur sous la pluie n'est pas apparente, les actions de plusieurs ministres ne sont pas visibles sur le terrain, si l'on se réfère aux différents commentaires. Or, face à la multiplication des actes de violence et l'incapacité de l'État à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans le centre du Mali, les communautés sont quelquefois contraintes de recourir à des accords locaux de survie. De 2018 à 2021, ce sont au moins 27 accords locaux qui ont été conclus entre les communautés et les groupes armés djihadistes. Nous faisons le point. Des enquêtes menées auprès du Centre pour le dialogue humanitaire par l'hebdomadaire Le Soft ont permis de comprendre que cette organisation a été impliquée dans une trentaine de processus de paix au centre du Mali ayant abouti à la signature de 27 accords locaux entre parties au conflit de 2019 à 2021. Rappelons que depuis 2018 des accords ont été initiés entre les acteurs locaux et les groupes djihadistes. D'abord à Kareri dans la région de Ségou où un accord a été signé entre les chasseurs et les djihadistes de la Katiba Massina. Cette initiative s'est étendue progressivement sur la région de Mopti en 2020, à Dinagourou dans le cercle de Koro, ensuite sur les cercles de Bankas et de Djenné. Faisant l'objet de spéculations et d'interprétations de tous ordres, les accords locaux, pour certains, constituent une allégeance des communautés aux idéaux des groupes armés agresseurs. Tandis que d'autres assimilent ce recours à un palliatif permettant de stopper la violence communautaire et d'établir la confiance entre les différentes communautés ou parties en conflit. Les investigations menées par notre rédaction permettent de classer ces accords en 3 catégories. Il y a des accords oraux conclus directement entre les communautés et les groupes djihadistes souvent en lien avec les chasseurs. Il y a les accords locaux écrits signés entre les communautés et facilités par des acteurs neutres comme HD et la MINUSMA dans la région de Mopti et de Ségou. Et enfin, les accords facilités par des leaders et organisations communautaires comme Komanita Napo, Tabital Pulaku à Massina et à Djenné. Si ces accords ont permis d'apaiser les tensions entre les parties signataires, ils sont depuis peu confrontés à des difficultés réelles du fait des opérations de reconquête des régions du centre, engagées par les forces de défense et de sécurité maliennes.
Il faut dire que les accords locaux ont du mal à résister face à la destruction de certains sanctuaires de la Katiba Massina par l'armée malienne à l'offensive. À Ségou, à Mopti, à Bandiagara et Douanza, les opérations militaires connaissent une intensification sans précédent. Ce qui a poussé les groupes djihadistes à s'en prendre à des habitants de certains villages signataires des accords locaux qu'ils accusent d'être de mèche avec l'armée régulière. Désir de dialoguer. Frappés par le phénomène djihadiste dès 2017, les communautés au centre ont été progressivement envahies. L'État central s'est montré incapable de contrer la menace et de protéger les populations, soumises au viol.